Hello. Hola. Hello. Ciao. Joyeuse escale, émission spéciale. De retour du festival Joyeuse Escale de la web radio Allô la planète, on vous a apporté du son. Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022. De la web radio Allô la planète. Bonjour aux auditeurs d'Allô la planète. On est à Joyeuse Escale, le premier festival d'Allô la planète. Et en ce premier jour de festival, j'ai l'honneur de rencontrer Olivia Chalouin pour nous parler de son film, puisque hier soir, elle a fait l'inauguration du festival. Donc c'est Push Bush. Il s'agit d'une traversée en vélo, mais un vélo particulier, puisqu'il s'agit d'un vélo à 3 roues. Et elle a traversé la Namibie. Olivia, bonjour. Ravie de t'avoir à mes côtés. Bonjour, merci à toi, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors Olivia, ça fait 15 ans que tu voyages, tu es une voyageuse aguerrie si on peut dire, même si je ne sais pas si finalement on acquiert si l'expérience, comment elle se manifeste en voyage, mais tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est le mot qui pour toi représente le voyage. Je crois que le premier mot qui me vient, ce serait peut-être inconnu. Parce qu'en fait, moi, partir en voyage, c'est forcément partir dans un endroit où je vais apprendre des choses, où je vais laisser derrière moi un environnement connu pour aller un peu, pas me mettre en danger, mais en tout cas aller apprendre, quoi. Parce que pour moi, on n'a jamais fini d'apprendre et chaque voyage est une occasion supplémentaire d'en apprendre sur soi, sur les autres, sur le monde. Et donc l'inconnu est un facteur pour moi essentiel à chaque voyage. La particularité de ton voyage, c'était de voyager avec Yves, donc de voyager en duo. Qu'est-ce que tu peux nous dire de votre duo en lui-même ? Est-ce que tu pourrais nous le présenter ? Il faudrait beaucoup de temps pour parler du duo et plus largement du couple, parce que le couple en voyage est un réel enjeu. Nous, ça fait 15 ans qu'on voyage ensemble, ou en tout cas qu'on se met... si on ne voyage pas tous les deux à vélo, on se met toujours au service de l'un ou l'autre de nos projets. Et c'est vrai que le couple et le duo n'est pas forcément une chose facile à appréhender en voyage, parce que forcément en voyage, tu te mets forcément dans des situations où tu te dévoiles, enfin tu te mets dans des... tu vas chercher des aptitudes, des compétences dont tu n'as pas forcément conscience, donc tu découvres des choses sur toi. Faut-il pouvoir et avoir envie de les partager, c'est pas forcément évident, de passer d'un truc très intime au partage. Donc ça, c'est une première chose. Il faut être OK avec l'idée de se dévoiler à l'autre. Quand tu pars en voyage à deux, tu sais que de toute façon, tu vas aller dans des extrêmes de ton être, où tu vas être obligé de lâcher prise et de voiler des côtés qui, dans le quotidien, parfois on joue un rôle, on montre que les meilleurs côtés. En voyage, c'est pas ça. En voyage, on accepte de montrer tout et de dévoiler tout, parfois aussi des côtés pas très voilà. Donc je pense que si on n'est pas prêt à ça, il faut pas essayer de partir à deux, parce que il y a malheureusement dans notre entourage pas mal de couples qui se sont aussi fracassés, parce que justement cet enjeu d'être dans la vérité. Le voyage oblige à la vérité de l'être, et cette vérité, on n'a pas toujours envie de la montrer à l'autre. Comment vous êtes passé de la projection à on voyagerait bien ensemble à effectivement le faire ? Est-ce que tu sais localiser précisément la décision ? Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure et il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur ? Il y a effectivement un élément déclencheur. Moi, je l'ai dit dans le film hier, quand je l'ai rencontré, mon mari, lui, il partait en voyage. Il est parti sur un tour du monde en solo. Et moi, ça a déclenché en moi pas mal de jalousie, un truc que j'aimais pas vivre, que j'aimais pas ressentir, que j'étais pas bien avec ça. Et je me suis dit que... en tout cas, c'était une évidence pour moi que pour qu'on puisse vivre un truc ensemble, il fallait qu'on passe par la case vélo
et qu'on vive un truc à deux sur un vélo. Donc à ce moment-là, on a acté que quand il est revenu de son premier voyage, moi j'ai un peu poussé parce qu'au départ, je lui ai dit il faut qu'on parte ensemble. Il m'a dit non, c'est pas possible, on partira pas ensemble. Et puis j'ai poussé un peu parce que pour moi c'était une évidence. Pour que ça marche entre nous, il fallait qu'on vive un truc fort à deux sur un vélo et qu'on voit ce qui se passe. Et pour moi, son retour a été un déclencheur pour me dire moi maintenant c'est à deux ou ça marchera pas entre nous, quoi. Et ce vélo justement qui s'appelle Gulliver, il est très important, il est au cœur du film. Enfin, il est personnifié, quoi. On sent que c'est vraiment, c'est comme si c'était, et c'est, je pense, vraiment le compagnon. Est-ce que tu peux donc le présenter, nous raconter un peu son histoire? C'est central dans ton film et dans ton histoire aussi, donc ça me tenait à cœur de te poser cette question. C'est gentil de me donner l'occasion d'en parler, surtout ici en Ardèche, parce que la projection d'hier était très importante pour moi, dans la mesure où Gulliver a été fabriqué à quelques kilomètres d'ici par un fabricant de fat bike qui était très connu dans le monde du fat bike. C'était Yann Thomas qui était à la tête de l'entreprise Salamandre, et Yann est décédé l'année dernière au moment le premier jour de mon départ. Il est décédé d'une crise cardiaque dans son atelier. Donc il y a eu hier soir un espèce d'enjeu émotionnel assez fort. Le fait de revenir ici avec ce film-là et de le projeter sur grand écran, sincèrement, j'aurais beaucoup aimé qu'il puisse le voir. Je pense qu'il était quelque part avec nous hier soir. Mais oui, c'était important pour moi de venir ici avec ce film-là, surtout que comme tu le dis, j'ai développé avec ce vélo-là c'est bizarre à dire, mais enfin c'est comme ça, une espèce de relation avec ce vélo-là. Dans la mesure où l'environnement dans lequel j'ai évolué, qui est donc un désert chaud, sec, des conditions relativement difficiles, je me suis vraiment sentie en connexion avec ma machine. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse corps pour qu'on aille au bout ensemble. Et j'ai vraiment eu ce truc de duo. Quand tu parlais de duo humain, sur ce voyage-là, il y a aussi eu un duo avec la machine qui était très important. Et donc ce vélo-là a été construit par Yann. Donc moi j'ai un handicap de naissance qui m'oblige à rouler sur un 3 roues. Donc quand je suis allée le voir il y a quelques années avec un projet bizarre de est-ce que tu peux me fabriquer un fat bike 3 roues pour aller dans le désert? Il n'y avait personne d'autre que Yann Thomas pour dire oui à ce projet un peu fou, parce que c'est un vélo qui n'existait pas, que le modèle n'existait pas avant Gulliver. Il sort de nulle part. Les vélos 3 roues aujourd'hui ils existent. Moi j'en ai un pour un vélo de course, mais le fat bike qui va dans le désert sur lequel je peux charger des 30 litres d'eau, etc. Il a été fabriqué vraiment en fonction de mon handicap et en fonction de l'environnement dans lequel il allait évoluer, donc le désert. Donc il a été fabriqué vraiment pour ce projet-là et pour moi. Il est parfait. Et il est tellement parfait qu'il va être collector, parce que c'était le premier fat trike en France, et ça sera a priori le dernier. Donc il y a en plus ce truc-là, cet enjeu émotionnel avec ce vélo-là en plus. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette rencontre, ou en tout cas son point de départ? En fait c'est très simple. J'ai eu l'idée de ce voyage-là dont je savais qu'il serait compliqué à réaliser. Je ne voyais personne d'autre que Yann Thomas pour fabriquer cette espèce de vélo qui n'existait pas encore, qui n'était à l'époque qu'un produit de mon imagination, mais que je savais pas. Il n'existait pas. C'est-à-dire que. Et comment tu l'as connu lui? Je le connaissais. Enfin, si tu veux, Yann Thomas dans le monde du fat bike, c'est quand même. C'était une référence. C'était quelqu'un que si tu fais un peu de vélo et que tu voyages un petit peu et que tu sors un peu de la route, le nom de Yann Thomas, il va assez vite arriver dans ton champ de connaissances. Donc c'est quelqu'un dont je connaissais l'existence. Je savais aussi qu'il était assez, entre guillemets,
entre guillemets fou, mais pour accepter le défi de partir sur un vélo complètement sorti de nulle part, qui n'existait ni d'Ève ni d'Adam. Et puis pour lui, c'était aussi un challenge il aime bien, j'ai du mal encore. Il aimait bien partir dans des choses inconnues pour lui et voir ce qui se passe. Donc il avait cette curiosité-là et ce petit grain de folie. Je savais que j'étais entre de bonnes mains avec lui. Et donc la première rencontre s'est évidemment très très bien passée. Il m'a dit oui instantanément. J'ai pas eu besoin d'essayer de le convaincre, de lui dire machin. Il m'a dit non mais moi je te le fais ton vélo. Ça a été très très facile. Et la relation a été très très facile jusqu'au moment où si tu veux entre l'idée du vélo et la réalisation du vélo, il y a la réalité. Et la réalité a été plus difficile pour lui à gérer que ce qu'il avait imaginé. Et au fil du temps, ça s'est un tout petit peu envenimé parce que moi j'avais la deadline du départ et lui il avait les soucis techniques auxquels il était confronté et auxquels il ne trouvait pas de solution aussi facilement qu'il aurait voulu. Donc du coup il y a eu une espèce de pression entre nous de sa réalité à lui et ma réalité à moi. Donc on s'est un petit peu frité aussi, mais on est tous les deux des caractères forts. Oui. Mais c'est aussi ça qui était très fort entre nous, c'est que c'était l'échange et puis personne lâchait. Moi je lâchais pas prise, lui il lâchait pas prise. Oui. Et c'était une relation très très vraie quelque part, qui était authentique, sans chichi, direct. Donc on s'est un peu pris le chaud. Mais oui, voilà, c'était une relation. Moi, c'est quelqu'un que j'adorais, mais voilà, on s'est aussi beaucoup frité parce qu'on avait tous les deux des caractères forts et ça faisait une relation réelle, authentique et très très forte du coup. Et puis la force d'une relation, c'est peut-être aussi dans sa vérité. Oui, et en fait, quand on est dans le vrai, évidemment, tout n'est pas lisse, surtout pour un projet comme ça, où toi, tu as tes impératifs. Lui, en termes de constructeur, il en a aussi. Oui. Donc finalement, il s'agit d'adaptabilité. C'est peut-être déjà le début du voyage, non ? De toute façon, je me suis rendu compte que ce voyage-là, il a commencé bien avant et il continue aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est push-bouche, il n'y a pas de début, pas de fin. Ça a commencé au moment où je suis venue ici à Chadouillet, j'ai posé le projet et le projet continue à vivre aujourd'hui et encore hier, je sais bien, il est encore avec moi aujourd'hui, donc je trouve ça génial. Bien sûr, ça continue à vivre avec le film qui permet de discuter avec tout le monde, d'être ici aujourd'hui, de la projection en ouverture, c'est quand même quelque chose d'assez fort, hein, un choix de la part des organisateurs. Toi, une présence sur le festival tous les jours, donc ça engage vraiment un prolongement pour toutes les personnes qui t'accompagnent, qui t'ont accompagné. Il est venu comment aussi la volonté de faire un film ? Le film a été fait par Cédric Béjanin, qui est un ami de Lons-le-Saunier. On a eu la chance de le connaître sur un autre projet où il a suivi mon mari en Sibérie, donc là dans un désert froid. Et dans la mesure où ça s'était très très bien passé à l'époque, il nous a tout de suite dit, parce que je sais pas, il a vécu un truc en Sibérie, une opportunité de vivre un truc de dingue. Et donc il nous a tout de suite dit, le jour où vous repartez, dites-le moi, je vous suivrai, quoi. Donc on a vraiment tissé cette relation forte et sur le long terme de savoir que aujourd'hui, si on a envie de repartir, je sais qu'il sera encore là. Parce que sur le temps long, on a développé une belle relation et on a la même conception du voyage. C'est-à-dire je sais que si Cédric me suit, je sais que le film correspondra à ce que je suis et ce que j'ai envie de transmettre. Un des fondamentaux pour moi, c'est dit dans le film, mais de sortir des sentiers a priori touristiques et d'aller vivre un pays dans sa vérité, c'est-à-dire d'aller dans le désert, d'aller vraiment m'immerger dans le désert et de voir ce que ça fait. Dans un autre pays, aller à la rencontre des habitants, de voir vraiment ce qui se passe dans la vraie vie. C'est presque philosophique, hein, finalement. On part des idées reçues et puis après on va tout déconstruire, mais en acte, en action. Et en tout cas, vous êtes, Yves et toi, un couple de voyageurs dans l'âme, puisque vraiment c'est ce qui vous anime. À ton avis, entre vous qui prenez un engagement fort comme ça de voyager, de se confronter, dans votre façon aussi de voyager, la confrontation à l'autre, et puis quelqu'un qui est plutôt dans un quotidien avec peut-être des inquiétudes, parce que finalement, le voyage
voyage ouvre beaucoup. Qu'est-ce qui fait peut-être la particularité de vos âmes ou de vos caractères voyageuses? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de partir en voyage, de renouveler? Est-ce que tu arrives à identifier ça, ou est-ce que c'est plutôt comme un besoin vital qui s'explique pas trop? C'est un peu des deux, mon capitaine. Je ne sais pas si j'ai besoin de partir. Peut-être que... il m'arrive parfois de me sentir un peu claustrophobe dans ma vie quotidienne en France, parce que j'ai l'impression que souvent les peurs viennent... je trouve qu'en Europe, on vit quand même beaucoup dans la peur de tout. Et ça vient presque me faire peur à moi-même. Et au moment où je commence à avoir peur, je me dis... lâche prise, souffle, et puis tu pars, et puis tu verras que ça se passe bien, parce que tu sais bien que ça se passe bien. Et en fait, chaque fois que j'ai eu la chance de partir, j'ai réalisé que les peurs qu'on se fabrique ici, elles ont pas lieu d'être, en fait. Parce qu'en fait, quand tu prends le risque de partir, les peurs, c'est pas qu'elles s'envolent, elles sont... tu peux avoir des situations dangereuse ou en tout cas pas confortable. Mais tu développes au fil du temps une espèce de confiance, de dire que de toute façon ça se passera bien, et si ça se passe pas bien, c'est que ça devait pas bien se passer, c'est qu'il y a pas d'enjeu, voilà, c'est pas de ton ressort en fait. Tu apprends à lâcher prise et à accepter ce qui arrive. C'était vraiment tout l'enjeu de ce voyage-là de push-bush, c'est de se confronter à un environnement où normalement il faut pas y aller, faut pas aller là-bas, et puis de se dire qu'en fait ça marche parce que tu acceptes ce qui t'arrive. Et je trouve que quand on vit en Europe, on a souvent tendance à non pas ne pas accepter, mais en tout cas être dans la confrontation, dans le combat contre ce qui arrive, contre le Covid par exemple, mais aussi plein d'autres choses. Partir, ça me permet de reprendre confiance, c'est-à-dire de laisser les peurs derrière et de reprendre confiance. Et j'ai tout souvent besoin de ce remplissage d'optimisme et de confiance en me disant en fait ça se passe bien, en fait tout va bien. Et ce qui m'a frappé dans le film, c'est aussi le cadrage très large, très souvent. On voit de grandes étendues, donc il y a cette idée de liberté pour le spectateur. Est-ce que justement cette idée de filmer très large pour voir les grandes étendues, c'était quelque chose qui te tenait toi à cœur, ou ça a été plutôt du fait du réalisateur et de discussions ensemble? Je pense que c'est un truc qui nous rassemble tous les deux, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'une part, on était dans une période de Covid quand même, donc je pense que c'était un parti pris de Cédric de dire on va faire rêver les gens un peu, on va leur donner un peu d'air, quoi. Et déjà ça, et puis pour moi c'est très important. Pour moi c'était important de montrer cette dimension, parce que pour moi la dimension est importante dans une aventure. C'est-à-dire que pour moi il n'y a pas d'aventure si on ne va pas se confronter à la dimension. Parce qu'en fait, ça te remet... tu prends une petite leçon d'humilité parce que tu reprends conscience de la petitesse de l'être humain. Et moi, j'ai relativement souvent besoin de... Enfin, souvent. Je trouve que dans notre quotidien ici, on a toujours tendance on a l'impression, en tout cas, qu'on maîtrise les éléments qui nous entourent. Là, on est bien posé dans nos vies, on maîtrise tout ce qui se passe, et pour moi sur Push-Bush c'était important de montrer qu'en fait on maîtrise rien. Je ne suis qu'une petite chose au milieu d'une immensité. Je me déplace sur un territoire où il y a potentiellement des fauves. Bon, je ne suis qu'une petite chose, et ça n'empêche pas qu'on peut y arriver. Donc de nouveau cette histoire de confiance, elle revient, parce que même si on est tout petit, si on sait poser le bon regard sur les choses qui nous arrivent, alors ça peut marcher. Eh bien Olivia, je te remercie beaucoup. On va terminer sur ces images d'humilité que je trouve vraiment très belles. Merci de nous avoir accordé ton temps, et puis j'invite les auditeurs à découvrir donc ton film
Push Bush. Peut-être que tu peux nous dire quand même, tu vois, je dis que j'arrête, mais tu peux nous faire un peu languir sur la suite. Est-ce que tu vas continuer à faire voyager le film? Est-ce que tu as d'autres projets? Qu'en est-il? Alors là, le projet immédiat, c'est effectivement de faire voyager un peu les films sur les différents festivals en France et ailleurs. Je l'ai envoyé maintenant à différents festivals en France. On verra par la suite où il sera pris, où il ne sera pas pris. Mais l'idée vraiment dans l'année, c'est de permettre au film de vivre aussi. Parce que bon, il y a eu un investissement en temps, en argent, tout ça. Donc l'idée, c'est quand même de le faire vivre. Et puis après, peut-être de repartir. Mais pour l'instant, très sincèrement, c'est un peu trop tôt pour moi. Push Bush, c'est encore très frais dans ma mémoire. Je suis rentrée il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne me sens pas encore capable aujourd'hui de me reprojeter dans un nouveau voyage. J'ai vraiment besoin de digérer. Et le fait de faire voyager le film va me permettre justement de digérer ça. Après, déjà, ça me permettra de me reposer aussi, de reprendre de l'énergie. Et après, peut-être de me reprojeter sur un nouveau voyage. Voilà, donc c'était un aperçu, une fenêtre ouverte sur Push Bush, donc l'histoire du voyage d'Olivia et Yves Chalouin, que je vous invite à retrouver plus tard ou dès que vous en aurez l'occasion. From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day. Voyageurs, auteurs ou réalisateurs, proposez vos films, livres, carnets de voyage ou expo photo pour l'édition 2023 de la Joyeuse Escale. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet Festival, puis Contact Info. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allo la planète. Allô la planète, vous embarquez? Allô la planète. Auteur, interview, réalisateur, interview. Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 37 ans, je viens de Bretagne. Je suis un artiste plasticien et depuis 2015, j'ai entrepris un tour du monde à vélo avec mon vélo cargo. Et pour subventionner mon aventure, en fait, et la faire pérenniser, je raconte mes aventures au travers de mes dessins, mes carnets de voyage, en fait. Et les originaux de mon carnet de voyage, justement, je les vends au prix d'une pizza et d'un litre de bière en fonction de la devise locale. Et c'est ce qui me permet de m'autofinancer et de pérenniser justement mon aventure. D'accord. Donc en fait, c'est un moyen de mettre du carburant dans toi pour pouvoir avancer. Exactement. Alors le carburant, je mange pas tous les jours une pizza et un litre de bière, mais c'est l'équivalent, c'est pour donner une valeur en fait à mes œuvres et donc ça donne une valeur relativement abordable en fait pour la plupart des gens. L'idée c'est surtout que ça reste populaire et accessible pour que les gens puissent avoir un souvenir de moi et que moi aussi je puisse les rencontrer. Chaque dessin que j'ai vendu, je les ai vendus personnellement et j'ai rencontré toutes les personnes qui m'avaient acheté un dessin. Comment t'es venue l'idée de justement allier le vélo et le dessin? Comment c'est venu cette idée-là? Alors quand je suis parti en 2015, je savais que ça allait tourner autour de ça, mais je ne savais pas du tout comment. Et c'est après 8 mois de voyage où en voulant retirer de l'argent à la tirette, fonds insuffisant. Donc voilà, j'étais au cœur de l'Argentine et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'est maintenant que l'aventure commence, vraiment. Je commençais à bien parler espagnol et donc il a fallu trouver vite une solution. J'avais une copine à ce moment-là qui elle faisait du table à table et dans les restaurants et dans les bars et elle vendait des choses, des photos, des dessins comme ça et j'ai fait la même chose, j'ai participé à des marchés artisanaux et tout de suite ça a fonctionné avec mes œuvres, ça parlait aux gens et du coup j'avais trouvé là le moyen en fait que l'aventure dure longtemps quoi et j'étais devenu autonome financièrement et donc ça c'était génial, c'était une vraie porte sur l'avenir quoi, donc là
Parce qu'en fait, tu as commencé par l'Amérique du Sud. Hein, C'est ça. Je suis parti de France et j'ai pris un vol à Madrid. Donc je suis parti de Saint-Malo jusqu'à Madrid en vélo. Premier tour de roue, j'avais jamais fait de vélo, je parlais pas espagnol. Et donc je suis arrivé au Pérou avec mon vélo, mon gros vélo cargo. Et puis voilà, là c'était parti pour l'aventure. Grimper les Andes, alors quand on n'a jamais fait de vélo, c'est une expérience aussi. La première montée a fait 100 km. Donc 100 km de montée, c'est 4 jours, 25 km par jour, c'est pas évident. J'ai perdu 20 kilos en 2 mois. C'était physiquement éprouvant, mentalement incroyable et psychologiquement très dur de me revoir aussi dans une glace après 2 mois, parce que je me suis pas vu pendant 2 mois. Donc j'ai découvert une autre personne aussi face à moi dans la glace. 20 kilos en moins, c'est radical quand même. Oui, mais alors ça c'est l'aspect physique, mais j'imagine aussi que dans l'esprit les choses ont évolué. Alors, ça a évolué pendant tout le voyage, en fait, pendant tous les 3 ans qu'ont duré le voyage en Amérique du Sud. Ça a été donc bien sûr une ouverture d'esprit sur les choses. Moi j'ai toujours été très curieux, donc ça m'a tout de suite parlé. Au début, la difficulté de parler la langue, ça a été un vrai frein en fait pour rencontrer les gens, malgré qu'on les rencontre vraiment, mais on les rencontre de manière plutôt superficielle. Et après je me suis posé en Argentine, j'ai appris la langue vraiment. J'ai commencé à bien parler, à vraiment m'intégrer. Donc là aussi, on découvre des choses, des modes de vie. On s'intègre vraiment. Donc c'est à nous de nous adapter et pas l'inverse. C'est hyper enrichissant. Donc on élargit en fait le spectre des possibilités, de nos capacités, de notre manière de vivre aussi. Donc on change aussi notre manière de vivre. Et aussi après, j'ai continué à voyager avec ma copine argentine à ce moment-là, qui elle avait une manière de voyager qui était complètement différente de la mienne. Savoir que moi, à l'époque, c'était encore au tout début du voyage, j'avais l'idée de rejoindre Ushuaia. C'est une sorte d'objectif en fait, un objectif lointain. Et elle, c'était plutôt de voyager et de profiter de chaque instant, d'aller voir un peu à droite à gauche ce qui se passait. Et moi, j'étais dans cet objectif un peu bête d'un but, d'une performance en fait, qui n'était pas vraiment une performance, mais un objectif très lointain en fait, de juste te dire je suis allé à Ushuaia quoi. Et en fait, il y avait en faisant ça, tu passes à côté de milliards de choses qui peuvent se passer aux alentours de la route, enfin juste à côté. Et avec elle, en fait, j'ai découvert qu'on pouvait profiter pleinement. Et du coup, je suis jamais allé à Ushuaia. J'ai rencontré des milliards de gens en faisant peut-être moins de kilomètres, mais des gens vraiment très enrichissants et des expériences que j'aurais pas fait tout seul en fait. Ouais. Voilà. Ça confirme, c'est un exemple qui confirme qu'en fait le plus important c'est pas le but mais le chemin en fait. Exactement, et le chemin il y en a, c'est souvent des chemins de traverse pour reprendre un des livres de Nicolas Hulot. C'est ça, on a un chemin et de toute façon on ne le suit jamais en fait. Il y a toujours des alternatives qui s'ouvrent à nous, qui se proposent à nous, on les prend ou on les prend pas, ça dépend. Des fois on les regrette, des fois on fait marche arrière et puis des fois on avance. Voilà, ça dépend de plein. Et qu'est-ce qui va déterminer ce que tu vas dessiner? C'est quoi? C'est comme si tu prenais des photos, sauf que tu prends le temps de dessiner? Ou alors pas laisser passer la voiture. Ouais. Voilà. Alors je dessine de 3 manières en fait. Déjà, ce que je dessine, c'est souvent des choses qui ont rapport avec mon voyage. C'est souvent des petites anecdotes. Il y a souvent une anecdote derrière le dessin que je fais, une anecdote personnelle pour moi, que je raconte ou que je raconte pas aux personnes qui m'achètent le dessin. Ça dépend en fait de si on me la demande ou pas, ou si je m'en souviens aussi, parce que des fois c'est des choses qui sont assez lointaines. Ou peut-être que tu veux le garder pour toi. Oui, aussi. Il y a certains dessins qui n'ont jamais été vraiment dévoilés quelque part. Et je dessine de 3 manières. Donc soit je dessine sur place, donc quand j'ai vraiment le temps. Je me pose et puis voilà, je dessine en in vivo comme on dit. Soit je dessine de mémoire quand je fais souvent plus dans des treks ou choses comme ça où je pars pas avec l'appareil photo, où j'ai un temps dégueulasse, on n'a pas le temps de sortir le matériel, donc on garde une image mentale d'un moment. Ouais. Ou alors je prends beaucoup de photos. Ça c'est aussi mon travail de mémoire à moi, c'est que je suis photographe amateur et grâce aux photos en fait on arrive à poser des moments, et ces moments-là, je peux les redessiner après plus tard. Il faut savoir qu'un dessin me prend à peu près 5 heures de travail, donc en effet, de poser 5 heures au même endroit, c'est possible dans certains cas, mais c'est compliqué quand on voyage beaucoup en vélo et qu'on voit 25-30 lieux incroyables par jour et on peut pas dessiner 25 fois. Après, si, on pourrait, mais ça ferait un voyage beaucoup plus long. Mais est-ce que le but, c'est pas quand même que tu prennes ton temps ?
Si, je prends mon temps, mais j'ai pas envie non plus que de prendre mon temps. Des fois, j'ai aussi envie d'avancer. J'ai pris mon temps parce que là, on raconte dans les grandes lignes le voyage, mais j'ai pas fait que pédaler. Je me suis arrêté vraiment. J'ai dit tout à l'heure, je me suis arrêté en Argentine pendant plus de 5 mois. J'ai travaillé là-bas. On a monté des projets avec des gens, des projets plutôt clandestins. On a fait une cuisine clandestine. Quand j'ai fabriqué une cuisine avec une amie, on était cuistot. On avait une autre personne qui s'occupait de la vente. Bon, ça a très vite capoté malheureusement à cause d'une des personnes justement. Et après le voyage, Valparaiso par exemple, qui est une des villes au Chili que j'ai adoré. Je suis resté 6 mois posé là-bas sur mes 3 ans de voyage. Ça fait quand même un 6e de tout mon temps d'expérience. Mais voilà, c'est une ville qui attrape. Il y a des moments comme ça dans le voyage qu'on peut pas anticiper. Et ça arrivait plusieurs fois. Donc il y a eu Cordoba en Argentine, Valparaiso au Chili, Castro sur l'île de Chiloé au Chili aussi, Rio de Janeiro aussi. Ça, c'est quoi pour toi en fait la définition du voyage ? Je sais pas, je crois qu'il y a tellement de voyageurs, on voyage tous de manière la tienne. À la mienne. La définition à toi du voyage. Je pense que ça rejoint ce que tu disais, prendre son temps, profiter, découvrir des choses aussi, et découvrir des choses et pas que des choses extérieures, des choses sur soi-même aussi. L'avantage du vélo aussi, c'est que c'est quelque chose de très méditatif. On se pose beaucoup de questions. On en parle souvent d'ailleurs avec d'autres voyageurs, c'est qui voyagent avec ce type de véhicule. Il y a un côté introspectif qui est hyper fort. Et c'est vrai que quand on passe 6-7 heures, voire plus sur la selle de vélo, il y a un travail vraiment de réflexion qui se fait en permanence sur tous les sujets. Ça va du coq à l'âne vraiment, et en fait c'est hyper enrichissant parce que ça nous apaise aussi quelque part, parce que des fois on a des colères, des choses qui nous rendent fous ou pas, et des choses qui nous réjouissent, et rien que par une simple rencontre qui va durer quelques minutes sur le bord de la route, elle va nous réjouir pendant 1 heure, et on en profite, on pense à cette personne qu'on vient juste de rencontrer, ou à cet animal qu'on a vu au bord de la route qui était improbable, et en fait chaque moment est magique, et je crois que le voyage en fait il est tout le temps, et je crois qu'il y a une expérience qui dit que le voyage il est au coin de la rue ou quelque chose comme ça, une expression, et c'est vrai qu'en fait il peut être partout quoi. C'est pas que le mouvement, c'est un état d'esprit en fait. Ouais, j'aime bien le mouvement parce que le vélo est devenu une excuse pour méditer. J'en fais toujours, tous les jours quasiment, j'ai besoin de ça, et ça apporte quelque chose à l'esprit, une sérénité que j'avais peut-être pas en partant, aussi des objectifs aussi quand on y revient, des objectifs dans la vie qui sont peut-être plus des objectifs matériels ou peut-être pas de m'as-tu vu, mais de performance, de regard des autres en fait, et puis en fait ça correspond, moi ça me correspond pas. Mon truc c'est de vivre l'aventure. J'avais commencé un blog au début et très vite j'ai lâché l'affaire parce que en gros je rendais des comptes à des gens qui peut-être me lisaient parce que ça les intéressait, mais moi je vivais pas mon aventure à 100%, et ça a coïncidé la fin du blog avec le début où j'ai commencé à dessiner, et là où j'ai complètement arrêté le blog, et là j'étais vraiment en autonomie totale, et super. Ouais. Écoute, je te remercie, et bon voyage pour la suite. Merci, le livre est en cours d'écriture, donc on se reverra prochainement, j'imagine, pour ça. Merci Jérémy. Merci beaucoup. Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day. Tu veux rejoindre l'équipage d'Allô la planète ? Eh bien, intègre l'équipe des bénévoles pour la Joyeuse Escale 2023. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Nous avons besoin de bénévoles à Joyeuse, mais pas que. En dématérialisé, ça peut le faire aussi. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet Festival. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allô la planète. Hello. Hola. Hello. Ciao. Joyeuse Escale, émission spéciale.
De retour du festival Joyeuse Escale de la web radio Allô la planète, on vous a apporté du son. Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022. De la web radio Allô la planète. Alors le ski roue, c'est une technique d'entraînement pour le ski de fond, mais en été du coup sur roulette. Et donc voilà, c'est avant tout normalement les pratiquants de ski de fond qui l'utilisent pour s'entraîner. Et pourquoi le ski roue ? Du coup, c'est avec Malon et Célestin qui est pas là aujourd'hui, mais qui a fait l'aventure avec nous. Dans notre formation de BTS dans le Jura, gestion et protection de la nature, on a passé du coup le pisteur secouriste en ski de fond. Et avant de rentrer dans la formation, on n'avait jamais fait de ski de fond de notre vie. Et on est arrivé en septembre, il n'y avait pas de neige, du coup nos enseignants nous ont mis sur des skis roue. Et on a plutôt bien accroché sur le sport, sur la pratique du ski roue. Et on s'est dit pourquoi pas en fait pousser l'activité encore plus loin et faire de l'itinérance avec ça. Et justement, vous êtes parti de où à où ? Alors de Chaudzeg, alors j'oublie toujours si c'est dans le Cantal ou dans l'Aubrac parce que c'est à la frontière entre les deux. C'est Cantal, donc Chaudzeg dans le Cantal et on allait jusqu'à Lons-le-Saunier dans le Jura en faisant un peu un L. On a d'abord fait plein est vers le Vercors, donc on traversait toute l'Ardèche, la vallée du Rhône et arrivé au sud du Vercors et on a remonté plein nord, Vercors, Chartreuse, plateau du Rethor, au Jura et on est redescendu à Lons. Et quel est le but donc de ce voyage ? Je pense qu'on est parti, on n'avait pas forcément trop de buts, il est venu un peu petit à petit et l'idée c'était, on n'a pas fait une aventure, on voit souvent plein de films d'aventure où il y a toujours cette histoire de plein de kilomètres, des conditions extrêmes où c'est normal quand nous en plus on est vachement dans les sports de montagne, on est vachement bercé au Mycorn, aux trucs comme ça où c'est toujours des expés monstrueuses. Et on avait envie de montrer qu'on pouvait aussi faire un truc un peu plus, on n'est pas forcément les plus débrouilles. On est trois pas très organisés et on a fait ce truc-là et on a quand même réussi à s'en sortir et à inciter à la petite aventure, quoi. À se dire que c'est pas forcément parce qu'on fait pas un truc énorme qu'on n'est pas légitime à sortir de chez soi et à faire aussi une petite aventure. Et au final, là-bas, ça devait être en Écosse, mais du coup, le fait qu'on n'ait pas pu partir en Écosse à cause du Covid et de l'avoir fait dans le Massif central, ça sert presque ce propos-là. Puisqu'en fait, on n'est pas parti très loin, on est resté en France et puis on s'est bien éclaté. On n'a pas fait des journées où à la fin à en pleurer ou à être dans des conditions. On s'est jamais mis dans nos retranchements les plus extrêmes, mais pour autant, ça reste quand même une forme d'aventure qui est super chouette, qu'on a passé dessus un moment et c'était super riche, quoi. En fait, le ski roue, c'est vraiment l'idée. C'était on nous a foutu dessus. On s'est dit, vas-y, qu'est-ce qui pourrait être marrant de faire avec ? Donc des fois, en fait, même quand on était en études, on se disait, venez, on va dans des skateparks, on faisait un peu les cons avec, quoi. Et donc ça fait partie de cette ligne de se dire, venez, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'encore plus débile avec les skis roues ? Venez, on essaye d'en faire l'itinérance. Donc on a fait un premier test avec cette remorque et je pense qu'on aimerait bien partir en Écosse pour tester d'autres trucs. On avait des idées de remorques individuelles. Donc là, c'était une remorque pour 3 très lourde. Qu'on aimerait bien être un peu plus libre en ayant chacun notre remorque, mais du coup plus légère et être un peu plus libre. Ouais. Parce que justement, la remorque, moi j'aimerais que vous m'en parliez parce que je sais qu'il y avait un problème avec Célestin, il avait mal au coude et moi j'aimerais savoir pourquoi il avait mal au coude. Alors vaste question. Déjà du fait qu'on soit pas, c'est pas forcément que ça, mais on sait pas. Célestin des trois, c'est peut-être le moins entraîné. Il est vraiment arrivé encore plus à l'arrache que nous deux. Donc il avait jamais vraiment trop testé le ski roue classique parce qu'on faisait beaucoup de skating. En fait, il y a 2 styles de ski à roulette. Donc on faisait un autre style et cette technique-là de classique qu'on avait choisi pour l'itinérance, il l'a testé le jour J. Et voilà, donc peut-être un manque d'entraînement pour Célestin et puis aussi des fois c'est comme ça en fait, ça se trouve c'est juste un hasard, il a eu mal au coude, une douleur qu'on peut pas expliquer. Ouais, parce qu'en fait je comprends pas, la remorque il la tient, il y a ses coudes qui frottent ou je sais pas. Non, c'est juste les bâtons en fait, comme c'est du ski de fond, donc en ski de fond on a des bâtons, donc en ski à roulette on a aussi des bâtons. Et c'est juste, je pense que c'est musculaire, il nous expliquait c'était donc derrière les coudes, je pense que c'est du tendon ou c'est juste un mouvement répété, en fait c'est comme de la marche avec bâton ou du ski de randonnée, même du ski de randonnée, du ski de fond. On a les bâtons et on les sollicite souvent, et puis là en plus comme il y a du poids, en fait il a peut-être tiré fort sur les bras, mais c'est la répétition, quoi. C'est pas un truc où d'un coup il y a eu un faux mouvement, c'est le fait parce qu'il a commencé, il en a fait pendant 3 heures, je crois, le premier jour d'affilée. Et puis en fait, c'est le lendemain où il s'est rendu compte que ça avait trop tiré, quoi. Comment vous faites alors pour freiner ? Alors du coup, oui, sur le ski roue en lui-même, il n'y a pas de frein. Donc après, il y a des petites techniques, que ça soit faire une sorte de chasse-neige en poussant vers l'extérieur pour ralentir.
mettre un ski comme en roller donc derrière pour essayer de freiner aussi, mettre un pied dans le ravin pour qu'il y ait un pied sur la route, un pied sur le ravin pour ralentir aussi. Et sinon, du coup, nous, on devait trouver des solutions pour freiner. Donc on avait mis 2 freins à disque sur la remorque. Donc c'est celui qui tirait la remorque qui pouvait freiner en fait. Donc il pouvait s'arrêter complètement. Et on avait du coup élaboré une petite technique qui n'était pas très bien rodée au début, mais au fur et à mesure, ça s'est plutôt bien goupillé. Donc on laissait partir celui qui avait la remorque et les freins en premier. Et après, les 2 autres venaient faire le petit train en fait derrière. Et ralentir du coup, ralentir et faire freiner tout le monde. Est-ce que ça se trouve facilement des skis-roues ? La remorque, du coup, elle a été faite sur mesure chez un fabricant de remorques qui était principalement, lui, sur des remorques de vélo et puis de jardin, brouettes de jardin, etc. Par contre, ski-roue, il y a des marques de ski-roue. Donc non, ça c'est assez facile à trouver en magasin de sport, ouais. Et est-ce qu'il faut avoir un bon niveau de sport pour pratiquer le ski-roue ? J'aurais tendance à dire oui. Enfin, oui et non. Pas forcément physique, c'est-à-dire que de toute façon, n'importe qui peut commencer. Enfin, on fera moins, quoi, on ira plus lentement, et là-dessus, c'est pas tant un souci. C'est plus que c'est pas un sport méga accessible, quand même, faut reconnaître, du fait du manque de frein. Ça fait que quand on commence, on est un peu obligé de se cantonner aux voies vertes. Mais bon, après, peut-être pareil que le roller en soi. Mais voilà, on n'a pas comme un vélo où on a les freins, on peut se dire, allez, je fais un tour. Même là, maintenant, nous, après 4 ans de ski roue, plus un gros trip et tout, on est quand même à chaque fois à vérifier les itinéraires s'il n'y a pas trop de descente, parce que c'est pas le plus simple à mettre en place comme sport. Mais par contre, après, physiquement, c'est comme le ski de fond, c'est dur. Mais après, on fait des pauses. Chacun à son niveau peut quand même commencer à apprendre. Puis c'est de l'équilibre. De toute façon, au début, c'est même les muscles qu'on connaît pas, parce qu'au début, c'est l'équilibre qui va nous demander le plus d'efforts. Et du coup, des fois, c'est le muscle du tibia, on sait même pas, de la proprioception, qui vont travailler avant de vraiment bouger et de travailler tout son corps dans l'effort, quoi. Quel type de route vous avez emprunté lors de votre voyage ? On a essayé au maximum. En fait, c'est toujours essayer de trouver un compromis entre... En général, plus la route est en bon état, plus elle est fréquentée. Donc nous, ça nous arrange le fait qu'elle soit en bon état, mais ça ne nous arrange pas qu'elle soit très fréquentée, parce qu'avec la remorque, on prend quand même pas mal de place. Et moins elle est fréquentée, moins elle est en bon état souvent, mais par contre, plus on est tranquille. Donc on n'a jamais fait... Le maximum qu'on ait fait, je dirais, c'est de la petite nationale, entre Privas, quand on est descendu de Privas pour aller dans la vallée du Rhône. Et sinon, après, des fois, il faut toujours quand même qu'il y ait du béton, du goudron. On ne peut pas rouler hors goudron. Et des fois, on s'est fait des petites routes de montagne dans le Vercors. En allant vers Die aussi, à un moment, on s'est fait une petite route de vignoble. On a fait le choix de partir sur une plus petite route et de délaisser une grosse route meilleure en goudron, mais un peu plus fréquentée. Une petite anecdote à me raconter sur votre aventure qui pourrait être sympa à partager. Ouais, il y a une petite anecdote qu'on a vécue avec Célestin. Donc pour recontextualiser, c'est Malo qui avait la remorque, on était sur le début de l'itinéraire, c'était le deuxième jour. Ouais. Donc Malo avait la remorque par devant, et ça commence sur... donc on avait fait un peu de carto, mais bon, on n'avait peut-être pas dû se pencher trop dessus, enfin pas assez assidûment apparemment. Donc voilà, Malo part devant sur des petites routes du Cantal, petit plat descendant, donc ok, nous ça va, avec Célestin sans la remorque, sans être accroché à la remorque, tout roule. Ça va bien, et là on voit Malo prendre un peu de vitesse, partir, donc on se dit ok, pour l'instant ça va, on gère. Et là on voit Malo partir donc sur un virage qui part sur la gauche, et là on voit plus Malo, du coup nous on se dit c'est bon, s'il nous attend pas c'est que c'est ok. Donc nous on arrive derrière, on commençait à prendre de plus en plus de vitesse, on se disait bon, pour l'instant c'est ok, on gère. Et là on fait du coup cette épingle sur la gauche. Et là, on voit une énorme descente super raide, et on voit plus Malo. Et du coup, on s'est dit, ok, donc là, ça va. Et on avait trop de vitesse pour pouvoir s'arrêter, même en chasse-neige ou avec toutes les techniques dites avant. Et du coup, forcément, on est obligé de s'engager dedans. Il y a un fossé sur la droite, on pouvait pas se jeter dedans pour s'arrêter, parce que sinon on allait se faire trop mal. Il y avait 2-3 mètres de chute. Et pareil, sur la gauche, c'était un revêtement en béton. Enfin, on pouvait pas freiner de chaque côté. Et là, du coup, on prend la grande descente, et à un moment, il y a une épingle vraiment à 90 degrés où je sais pas comment on s'en sort, on arrive à déraper dedans à moitié, vraiment on perd l'équilibre, etc. Mais on n'arrive à pas tomber. Et pareil, après, du coup, on continue à descendre.
Et on voit Malo arrêter plus loin, qui nous dit ouais, faut s'arrêter parce qu'il y avait un stop qui amenait sur la départementale qui roulait, où il y avait beaucoup de voitures. Et du coup, nous, dans la panique, on arrive à passer cette épingle, je sais pas trop comment, à moitié sur un ski, etc. Et on arrive à pas tomber. Et puis heureusement, il y avait une petite route d'échappatoire qui partait tout droit où on allait freiner 500-600 mètres plus loin. Parce que ça redevenait plat et puis mais on s'était fait une belle frayeur à ce niveau-là. Et heureusement qu'il n'y avait pas eu de voiture. C'est ce que je veux dire, surtout qu'il y avait eu une voiture, non il n'y avait pas un camion qui montait. Il est monté après. Il est monté après. Il n'est pas dans l'épingle, pas en synchronisé. Mais moi, je voyais le camion comme j'étais un peu devant. Je voyais le camion et j'étais un peu en panique. Moi, j'étais en train de me dire merde, ils vont. Et pour l'anecdote, c'est pareil, je ne voyais pas trop parce que c'était derrière, c'est un peu dur de se retourner avec la remorque. Et d'un coup, je vois juste 2 gars passer à ma gauche. J'ai essayé de freiner quand même. Enfin, j'avais freiné, je m'étais arrêté en me disant je vais peut-être les récupérer. Et en fait, les différentiels, ils ne pouvaient pas se raccrocher à moi parce que j'étais quasiment arrêté. Donc d'un coup, je vois 2 gus passer à gauche de moi à pleine balle. Et vos projets pour l'avenir dans le voyage? Alors on va dire en commun, Célestin a moins accroché quand même avec l'itinérance en ski à roulette, donc il n'en refera pas. Avec Hugo, on est bien chaud donc d'essayer de mettre à bien cette idée d'Écosse. Donc voilà, on aimerait bien retenter l'Écosse, pourquoi pas aussi la Norvège, on se disait. Mais continuer en ski à roulette et puis comme on disait, continuer de développer le truc en changeant la remorque, en changeant peut-être les ski roues aussi, faire des ski roues peut-être un peu tout terrain. Voilà, il y a plein d'idées à optimiser. Peut-être en mixant aussi 2 disciplines, on se disait que plutôt que traîner une remorque, on pourrait traîner un canoë qui nous servira à stocker nos affaires et qui après pourrait nous servir à traverser aussi des bouts de rivière. Enfin voilà, il y a des idées. Et c'est dans cette idée-là de continuer sur ce moyen de locomotion qui est qui est un peu insolite et puis continuer un peu dans nos bêtises. Allô la planète, vous embarquez? Allô la planète.